Dans le monde des chasseurs, chaque mission est une lutte pour la survie. Explorons les moments de tension et d'action de cette histoire qui mélange magie, monstres et défis impossibles. Jin-Woo, un chasseur de niveau E, est sur le point d'affronter des ennemis puissants. Et à chaque pas, de nouvelles alliances et des décisions compliquées surgissent sur son chemin. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ses erreurs peuvent avoir des conséquences irréversibles. Comment va-t-il gérer la pression d'être le leader de son groupe? Et que fera-t-il en découvrant que ses pouvoirs sont plus qu'il ne l'imaginait? Ne manquez pas l'émotion de cette épopée. Restez jusqu'à la fin, et découvrez ce qui se passera lorsqu'il sera forcé de faire des choix qui changeront tout. Préparez-vous pour une histoire de pouvoir, de sacrifice et de grandes révélations. Tout commence avec Jin-Woo, se réveillant par un appel de sa sœur, où elle lui rappelle l'heure qu'il est, car aujourd'hui c'est l'entretien scolaire. Dès qu'il entend cela, il se lève et en peu de temps arrive à l'école complètement préparé. Tellement que Jin-Ah lui demande si c'est vraiment son frère, car elle n'est pas habituée à son apparence tellement améliorée et différente d'avant. Et de manière innocente, Jin-Woo lui répond que c'est clairement son frère, sans comprendre pourquoi elle se comporte ainsi. Elle commente que ce n'est pas qu'il semble étrange, mais c'est surprenant de voir à quel point quelqu'un peut changer autant. Pendant ce temps, les filles de l'école commencent à admirer le grand attrait de Jin-Woo, attirant beaucoup d'attention alors qu'il marche, dans les couloirs. Et comme on pouvait s'y attendre, Jin-Ah en profite pour demander s'il sort avec quelqu'un, et s'il veut qu'elle le présente à une amie, mais il se contente de lui tirer la joue pour qu'elle se taise. Quand il s'assoit avec la professeure pour l'entretien, elle commande que Jin-Ah est une bonne élève, très cordiale et avec de bonnes notes. Cela fait d'elle un exemple pour les autres, et à l'école, ils ont beaucoup confiance en elle. Les résultats indiquent qu'elle pourra entrer dans l'école de médecine qu'elle souhaite, donc elle ne juge pas nécessaire de la presser davantage. Avec cela, la réunion pourrait être terminée, mais il y a une question qu'elle aimerait poser. S'il aimerait que sa sœur travaille dans le monde des chasseurs, si un jour elle se réveillait en tant que telle. Cela le surprend, mais sans trop réfléchir, il répond que non et demande « Pourquoi ?» La professeure lui demande une petite faveur, s'excusant d'être égoïste. Plus tard, Jin-Woo rencontre Hansen. Il montre une photo où il est avec sa sœur, et elle devine qu'il est le frère de Jin-Ah. En comprenant mieux ses intentions, elle lui dit que peu importe ce qu'elle a entendu de la professeure, elle ne va pas à l'école, encore moins cessera d'être chasseuse. Face à cette attitude, Jin-Woo lui rappelle qu'elle est de niveau E, donc elle ne pourra pas avoir une vie digne, et sa seule option serait son équipe d'attaque. Mais il la considère comme un cas spécial. Hansen lui explique que s'il est venu seulement pour argumenter, il vaut mieux économiser sa salive, et mentionne le fait qu'il est aussi de niveau E. Calmement, Jin-Woo lui dit qu'il n'est pas venu pour lui dire d'arrêter d'être chasseuse, et sans plus, il lui demande de l'accompagner. Pendant un moment, nous voyons l'arrivée de Hwang Dong-soo de Corée du Sud où se trouve l'association. À l'aéroport, il est accueilli par Woo Jin-chul, et en le voyant, Dong-go mentionne qu'il ne s'attendait pas à une commission d'accueil de l'association. Jin-chul lui demande combien de temps durera sa visite. Ce à quoi Dong-go répond que ce ne sera pas long, car il n'aime pas ce pays. Malgré sa curiosité, Jin-chul demande s'il est revenu sur cette terre qu'il a abandonnée uniquement à cause de ces deux individus. Dong-go lui demande de ne pas faire semblant de ne pas savoir, car ce qu'il souhaite, c'est qu'il ferme les yeux pour lui et le laisse faire ce qu'il veut avec eux dans un donjon, en commençant par le niveau E, puis l'autre. Il demande si Jin-chul va l'en empêcher, impatient de le voir essayer. Mais Jin-chul lui fait clairement savoir qu'il a été envoyé uniquement pour faire son travail. Maintenant, nous voyons Choa discuter avec Gu, où il l'informe des fourmis ailées qui pouvaient voler. Malgré cela, les corps de ces créatures sont tombés dans la mer et peut-être qu'ils ne peuvent pas couvrir de grandes distances, du moins pour l'instant. Avec cette information, Gu choisit de les étudier, car il est trop tôt pour tirer des conclusions. Plus tard, Jin-Woo arrive à un portail avec Han, où il rencontre Seung-mi, et Hoon, membre du département de gestion de White Tiger Gold. Les deux sont ravis de le voir, car ils ne s'attendaient pas à une demande de sa part. Quand ils voient Han, ils supposent que c'est la fille qu'il veut entraîner, et Jin-Woo confirme que c'est bien cela. Han explique qu'il a demandé de l'aide au bon moment, car ils ont annoncé que plusieurs portails apparaîtront dans cette zone. Et un portail de niveau C est apparu récemment, ce qui semble très intéressant. Cette conversation est interrompue par l'un des chasseurs, qui informe qu'ils doivent se dépêcher. Avec le portail devant eux, ils s'excusent auprès de lui, et informent Jin-Woo que ce chasseur est Kim Chul, un chasseur de niveau A, qui agit comme un tank. Cette fois, il s'agit d'un exercice pratique pour les membres les plus récents, et celui qui va soutenir l'armée en tant que chef de l'équipe d'attaque. À ce moment-là, Hoon mentionne qu'il a été un peu irrité lorsqu'il a appris l'existence des observateurs, et on peut voir Kim se plaindre d'être le chef de deux chasseurs de niveau E en faisant référence à Jin-Woo et Han. Après cela, Sang annonce que l'équipe est composée d'un de niveau A, 5 de niveau B, 2 de niveau C, totalisant 8, soit 10 au total avec ceux de niveau E.
avant de partir, Wukong. Jun suggère à Jinwoo de se limiter à observer lors de cette mission, puisque l'idée est que les nouveaux participent, ce qu'il accepte sans problème, car c'était son intention dès le départ. Au moment où tout le monde entre dans le portail, il commence à subir une transformation agressive. Jin se rend compte de ce qui se passe et attrape immédiatement la main de Han pour essayer de sortir, mais le portail les invite à rester. Il parvient à peine à dire à Sang d'alerter l'équipe d'attaque principale. Lorsqu'il est forcé de rester à l'intérieur du portail, il ne tarde pas à informer Baek, le chef de la guilde White Tiger, qu'un portail C est devenu un portail rouge. Cela fait rapidement comprendre à Baek la gravité de la situation. Alors, il se propose d'y aller immédiatement. Nous voyons maintenant que l'équipe s'inquiète du fait que le portail d'entrée n'est plus entouré par une forêt de neige. Kim leur dit que c'est un portail rouge et comme Aang ne sait pas ce que c'est, Jin lui explique que, contrairement aux portails normaux, en entrant dans un portail rouge, toute communication avec l'extérieur est perdue. Il n'est possible de sortir qu'en battant le chef ou en trouvant une faille dans le donjon, et ils ne peuvent pas être aidés de l'extérieur. De plus, les monstres de cet endroit sont plus forts que le niveau calculé. Soudain, une flèche est tirée sur l'un des chasseurs, le tuant en atteignant sa tête. D'autre part, une autre flèche qui se dirige directement vers Aang est arrêtée lorsque Jin l'attrape en plein vol. Il réalise qu'il s'agit d'elfes de glace. Et Jin, en les analysant, les considère comme habiles, car à une si grande distance, il est difficile de les voir, et il semble qu'ils attaquent les plus faibles. À ce moment-là, Kim élève la voix pour informer tout le monde que le portail rouge est isolé et que son niveau est B ou supérieur. Et en raison de son niveau, ils doivent suivre ses instructions pour pouvoir sortir vivants de cette mission. Et même ainsi, ils ne trouvent pas opportun de diriger tout le monde. Alors ils vont se diviser en 2 groupes à partir de maintenant. Ils décident d'emmener les plus forts, refusant l'opportunité au niveau C inférieur. Un jour ici équivaut à 1 heure à l'extérieur. Que ce soit en battant le chef ou en trouvant une faille dans le donjon, ils pourraient repasser des mois ici. Il est donc nécessaire d'alléger les charges en laissant les niveaux inférieurs derrière. Une fille de niveau B, Park Hye-jin, demande la permission de rester avec le groupe le plus faible, et il lui accorde cette permission, supposant qu'elle le fait par compassion. Elle s'approche de Jin pour lui demander si son niveau n'est pas celui qu'il prétend, car elle a vu comment il a attrapé la flèche quelques minutes plus tôt. Et bien qu'il évite de répondre, elle imagine qu'il est de niveau A, ou peut-être supérieur. Après cela, Kim leur dit que le groupe va suivre le chemin devant, tandis que lui et les autres iront dans la forêt. En avançant un peu, Kim montre à ses compagnons des éraflures sur les arbres qui sont faites par des ours de glace, et c'est pourquoi il croit que ceux de niveau E vont mourir. Cependant, en y réfléchissant mieux, il se souvient que ce groupe a un de niveau B et un de niveau C, donc il ne comprend pas pourquoi il considère Jin comme leur leader. À ce moment-là, quelques ours de glace s'approchent, mais Kim reste en avant pour les affronter sans problème. D'un autre côté, Park lui dit que cette forêt est le territoire des ours de glace et pense qu'il est dangereux de continuer par là. Mais Jinwoo explique que c'est justement pour cela qu'ils ont pris ce chemin. Si c'est le territoire des ours de glace, cela signifie qu'ils n'ont qu'à se soucier d'eux en sortant. Bien mieux que de devoir faire face aux elfes de glace intelligents, non? Elle est d'accord, car cela a beaucoup de sens. Jinwoo mentionne alors que la température dans le bosquet est très basse et sort de son inventaire quelques manteaux pour tout le monde. Ils sont surpris de voir qu'il utilise la magie dimensionnelle, car les meilleurs chasseurs qui maîtrisent cette magie peuvent normalement sortir seulement 2 ou 3 objets à la fois. Aang exige de savoir qui il est, en raison des choses qu'il est capable de faire, mais Jinwoo s'approche d'elle et lui dit qu'elle est là à cause de lui et qu'il s'occupera d'elle, mais seulement si elle évite de poser des questions. Il en va de même pour les autres, ne voulant que personne ne lui demande quoi que ce soit. À ce moment-là, un grand ours de glace apparaît, et la première chose que Jin fait est de changer son titre pour celui de tueur de loups, ce qui accorde 40% de dégâts supplémentaires contre tous les monstres de type animal. Pendant ce temps, Baek arrive de l'entrée du portail, et en raison de la difficulté de la mission, il espère que Kim pourra sauver tout le monde. Sang lui fait savoir qu'il y a aussi le chasseur Jinwoo, qui est de niveau E. Il croit qu'il a subi un second éveil, mais cela n'a pas encore été confirmé. À ce moment-là, Dong-sul arrive pour les saluer, mais Baek lui demande ce qu'il fait là dans leur zone, après tout, il était parti aux États-Unis. Dong-sul trouve étrange que le portail leur appartienne et demande si c'est vrai. Il se demande alors pourquoi un chasseur d'un autre syndicat, en se référant à Jinwoo, est à l'intérieur du portail. Dong-sul dit qu'il souhaite le rencontrer avant qu'il ne meure là-dedans, car il a fait l'effort de venir jusqu'ici. De retour à Jinwoo, après avoir vaincu les ours de glace de la région, il laisse les autres manger leur viande confortablement. Maintenant, il se dirige vers une grotte où ces monstres habitent en grand nombre. En arrivant à l'entrée, il utilise l'ordre, apparaître, faisant sortir de l'ombre quelques chevaliers, le plus puissant d'entre eux étant Ygritte. Enfin, il ordonne l'attaque. Sa légion est composée d'infanterie
qui se régénèrent rapidement et de mages qui affrontent bien les ours de glace. Jin pense qu'il s'attendait à -2 en voyant à quel point ils sont forts, mais une mauvaise chose est qu'ils consomment rapidement du mana. À ce moment-là sort de la caverne ce qui semble être le chef des ours de glace, qui détruit facilement les soldats de l'ombre, et en quelques secondes pousse un rugissement terrifiant, créant une onde de choc qui détruit tout, laissant Jin sans mana. À cause de cela, il dit à Ygritte que c'est son tour et il commence à avancer vers le chef. Lorsque le chef de l'ours attaque, Ygritte utilise son incroyable agilité pour esquiver les attaques et frappe ses points vitaux avec précision. Quand il l'a finalement à sa merci, il l'empêche de faire une attaque finale en lui coupant la tête. Jinwoo apprécie son immense pouvoir, et pense que, si Ygritte avait eu son épée tout le temps, le combat aurait pris une tournure différente. Il reconnaît également qu'avec son niveau actuel, il est encore plus faible qu'Ygritte, et le félicite pour son bon travail. Ici, nous voyons la situation actuelle de Kim, qui est à la merci des elfes blancs et dont l'équipe a été totalement anéantie. Il n'arrive pas à y croire car il était sur le point de faire partie de l'élite du Tigre Blanc, et bien qu'il ne veuille pas se rendre, il perd la tête à cause des elfes de glace. Il prend la décision de fuir précipitamment, très terrifié, ce qui est observé par le chef des elfes de glace. Une fois tous les ours de glace vaincus, Jin ne perd pas de temps et donne l'ordre. « Levez-vous », transformant les ours morts en ses soldats de l'ombre, y compris leur chef. Ainsi, il obtient un grand nombre de monstres sous son commandement. D'autre part, côté, Baek demande à son groupe combien de temps s'est écoulé, et ils répondent environ 3 heures, ce qui signifie qu'ils sont là depuis à peu près 3 jours. Baek mentionne que les portails rouges sont considérés comme très difficiles. C'est pourquoi Dongsul croit que Jinwoo doit déjà être mort à ce moment-là, et qu'il n'aurait pas dû se donner la peine d'y aller. Mais il y a quelque chose que il ne comprend pas. Si Jinwoo n'est pas un chasseur du White Tiger, comment est-il entré dans ce donjon en accompagnant l'une de leurs équipes? Sam répond que il est une connaissance de Jin, et c'est lui qui l'a amené, car il a dit qu'il voulait voir une incursion de niveau C. Baek soupire de soulagement en voyant que cela convainc Dongsul. Instant plus tard, Dong arrive jusqu'à Sang, et le saisit par le cou, demandant ce qu'il a découvert cette fois, car il sait qu'il a toujours une bonne intuition pour trouver des choses intéressantes. Avant de répondre, Baek attrape son bras et libère sa force bestiale, avertissant qu'il vaut mieux qu'il le lâche. Cependant, Dong dit qu'il n'est personne pour lui donner des ordres et qu'il est un inconnu qui se croit grand dans un petit pays. Par conséquent, tous deux libèrent une force colossale, ce qui inquiète beaucoup Sang, car ils savent qu'un combat entre deux chasseurs de niveau S peut être désastreux. Les deux se laissent emporter par les provocations et lancent une attaque puissante, sans intention de reculer. Et maintenant, nous revenons avec Kim, qui, en entrant dans la forêt, est affecté par le froid, mais il croit que s'il parvient à obtenir un équipement, il peut survivre. À ce moment-là, il voit quelques ours de glace morts au sol, ce qui lui sert d'explication sur pourquoi il n'en a pas rencontré jusqu'à présent. Il se demande un instant si c'était le groupe de niveau E, mais il écarte rapidement l'idée, car ils ne sont pas du tout forts et se convainc que ce sont les elfes de glace. Alors, il décide de partir rapidement, terrifié. Le coup échangé entre Baek et Dong est, par chance, interrompu par Jingu, qui remercie les deux d'avoir retenu leur force au dernier moment, car sinon, il aurait perdu ses bras. Puis il dit à Dong qu'il ne sait pas ce que il soupçonne, mais il peut garantir qu'il a refait l'examen de Jinwoo il y a seulement 2 mois et il n'a aucun doute qu'il est de niveau E. Il explique aussi que le frère de Dong a perdu la vie au travail en combattant des monstres, et cela a été confirmé par l'équipe de surveillance. Cependant, Dong croit que ses enquêtes sont pleines de lacunes et il est certain que c'est un mensonge. Il dit qu'il va poursuivre le chasseur Jinwoo parce que ainsi, il a une excuse pour ôter une vie. À ce moment-là, il reçoit un message qui le met mal à l'aise, d'humeur, et après avoir mentionné que Jinwoo a de la chance, il se retire. Après quelque temps, Kim arrive enfin là où se trouvent les autres, et reste stupéfait de les voir si confortables et au chaud. Il ne comprend pas comment ils ont pu survivre. Il remarque qu'ils utilisent des manteaux, des couvertures, une tente, et même de la nourriture. Mais en y réfléchissant mieux, il commence à comprendre ce qui se passe, et s'approche assez furieux, pour leur dire que tout son escadron est mort parce qu'il n'avait ni équipement ni nourriture. Il demande alors qui a caché tout cela, qui a pris ces choses, et qui a été responsable de les mener directement à leur mort. Ensuite, il dégaine son épée en essayant de leur faire avouer la vérité, mais juste avant que Jinwoo n'arrive, il le projette au sol d'un coup de main, et le lance au loin. Après cela, il dit à haute voix qu'ils peuvent sortir, car bien qu'ils essaient de se cacher, leurs auras les trahissent. Quelques secondes plus tard, les elfes de glace apparaissent, et au centre d'eux se trouve le chef. Le chef des elfes se réfère aux humains comme des vermines. Jinwoo, furieux, demande s'il vient de les traiter de vermines, ce qui surprend le chef des elfes,
car il ne s'attendait pas à ce qu'il puisse vraiment comprendre. Il demande si Jinwoo sait vraiment parler la langue des monstres, et Jinwoo est assez surpris. Par cela, supposant que c'est aussi l'œuvre du système, puisqu'il ne le savait même pas, le chef nommé Barça trouve bon qu'ils puissent communiquer, car cela économise du temps, et il commente qu'un de ses elfes veut l'affronter en un clin d'œil. Jinwoo s'approche de lui et lui coupe la tête, puis tente de l'attaquer, mais Baruka bloque son attaque, ce qui fait réaliser à Jinwoo qu'il ne sera pas facile de le vaincre. Baruka demande alors ce que Jinwoo fait parmi les humains alors qu'il n'en est même pas un, et en percevant sa réaction, il comprend qu'il ne sait même pas ce qu'il est. Baruka commente que les monstres entendent une voix dans leur tête qui leur dit de tuer les humains, sauf qu'ils ne l'entendent pas quand il s'agit de Jinwoo. Non. C'est quelque chose que Jinwoo sait intuitivement être des ordres du système, et que cela ne se produit pas avec lui, parce qu'il est un joueur. Baruka ne voit pas la nécessité de se battre et propose à Jinwoo de gérer cela de manière sensée et dit de remettre les humains. Mais comme Jinwoo refuse, Baruka souligne que Jinwoo est clairement en infériorité numérique. Cela fait sourire Jun. Woo et utiliser son pouvoir pour faire apparaître ses ombres. Park croit que cela aussi soit son œuvre. Sans plus tarder, Baruka donne l'ordre à ses elfes d'attaquer, commençant ainsi une guerre directe entre les deux groupes. Les autres décident de fuir, car ils ne feraient donc que gêner, mais quelques elfes de glace tentent de leur tirer des flèches, ayant été découverts. À peine une flèche est-elle tirée, Jinwoo apparaît devant eux en un instant, les attrape en l'air et détruit les elfes comme si de rien n'était. Ensuite, il analyse sa situation, car bien que son armée soit invincible, son mana ne durera pas longtemps. De plus, le chef est plus fort que lui, et même en combattant avec Ingress, ce serait difficile. Il a donc besoin de quelque chose de plus puissant. À ce moment-là, les deux se présentent et commencent à échanger des attaques. Bien que Jinwoo démontre une grande dextérité dans ses mouvements, Baruka reste supérieur. Lorsqu'ils prennent de la distance, Jinwoo utilise ses mages pour lancer une grande boule de feu contre Baruka, mais il la détruit facilement, gagnant un peu de temps. À ce moment-là, Kim se réveille et court vers Jinwoo pour l'attaquer, tout comme Baruka le fait. Ce que Jinwoo fait, c'est utiliser Igris pour lever un rideau de neige qui bloque la vue de Baruka. Et juste à ce moment-là, il fait tuer Kim par Gris. Sans perdre de temps, il transforme Kim en une de ses ombres, créant un gigantesque tank qui repousse Baruka. C'est à ce moment-là que Jinwoo le nomme Iron, et après quelques brèves secondes, il pousse un cri provocateur de grande puissance, qui affecte Baruka et le fait concentrer ses attaques sur Iron. Iron parvient à bien se défendre contre les attaques de Baruka, malgré leur puissance, ce qui aide beaucoup Jinwoo à l'utiliser comme tank. D'un autre côté, Han demande à Park si les batailles de chasseurs sont vraiment comme ça. À quoi Park répond que, si c'était le cas, elle ne serait jamais devenue chasseuse, car cette bataille est terrifiante. Baruka se sent insatisfait de ce rival. Alors il propose à Jinwoo qu'ils attaquent tous les trois ensemble. Jinwoo accepte le défi, et avec Igris et Iron, ils commencent un combat contre lui. Bien que Baruka soit capable de donner du fil à retordre aux trois, Iron utilise à nouveau son cri provocateur pour forcer Baruka à se concentrer sur lui. Cela permet à Jinwoo d'arriver par derrière et de le poignarder avec sa dague, mais Baruka parvient à éviter que la blessure soit mortelle. Lorsqu'ils prennent de la distance, il avertit Jinwoo que le sous-estimer pourrait être une grande erreur. Bien que Jinwoo reconnaisse qu'il est fort, il ne peut pas en dire autant de ses soldats. En entendant cela, Baruka se rend compte que tous ses elfes de glace ont été tués, ce qui l'irrite beaucoup. Il conclut que s'il élimine Jinwoo, tous les soldats des ombres tomberont. Alors, il se dirige vers Jinwoo pour l'attaquer. Ce que fait Jinwoo, c'est lancer sa dague, et bien que Baruka parvienne à l'esquiver, il utilise sa compétence d'autorité du souverain, qui fonctionne comme de la télékinésie, et attire sa dague violemment vers lui. Baruka garde ses réflexes actifs et bloque l'attaque surprise par derrière, mais l'impact détruit son arme. Sans perdre de temps, Jinwoo donne l'ordre à Iron de retenir Baruka fermement, pour qu'il soit retenu. Et ensuite, les mages lancent leur magie explosive contre lui. Après avoir subi cette attaque, Baruk explose de rage et détruit Irûm avec ses mains en déclarant qu'il tuera tout le monde. Mais dans un moment de fureur, Jinwoo en profite pour l'atteindre en utilisant son invisibilité et le poignarder, se contentant de dire qu'ils en ont fini pour aujourd'hui. Baruk crie que c'est une folie, puisque il est encore debout. Mais en quelques secondes, Irûm ressurgit, et avec son énorme marteau, il l'écrasera violemment. Après cela, Jinwoo reçoit les récompenses pour avoir vaincu le chef. Mais il remarque qu'Irûm commence à frapper le corps de Baruk. En l'empêchant, Jinwoo ordonne de se contrôler, se retirant un peu épuisé par la façon dont Irûm agit. Ne sachant pas vraiment quoi faire, Irûm regarde Igris, mais il l'évite simplement, se retournant et s'en allant.
Ensuite, Irûm se concentre sur les mages des ombres et commence à célébrer, et ils font de même, le craignant beaucoup. Jinwoo retourne vers les autres pour les informer que tout est terminé et tout le monde est très soulagé. À ce moment, le portail s'ouvre et tout le monde célèbre avec joie d'avoir été sauvé. Cependant, Jinwoo regarde le corps de Baruch, car il sait qu'avant de partir, il doit faire quelque chose d'important. Ici, nous voyons Baek, où Sang lui explique qu'à l'intérieur du portail, environ une semaine s'est déjà écoulée. Il suggère alors que Baek peut partir, car ils le tiendront informé de tout ce qui se passe. Baek remercie, mais refuse de partir tant que des membres de sa guilde sont encore à l'intérieur. Il accepte d'attendre jusqu'à l'aube. Juste après avoir dit cela, il voit que des gens commencent à sortir du portail, et Baek se réjouit de voir que Kim a réussi. Et quand il voit Jin sortir seul, il est complètement certain qu'il sortirait vivant. Quand les 4 sortent du portail, il se ferme, laissant Baek surpris. Et il demande à Park où sont les autres, ainsi que Shul Kim. Il s'excuse en baissant la tête, et en les regardant de plus près, Baek confirme que seuls ceux de niveau le plus bas sont revenus. Jinwoo dit à Han de l'accompagner et qu'il va la ramener chez elle, mais Baek l'en empêche en le retenant par l'épaule, disant qu'il a beaucoup de questions à poser. Jinwoo lui dit qu'il est très fatigué et qu'il peut poser toutes les questions qu'il veut aux membres de sa guilde. Écartant la main de Baek, Baek pense qu'il est un garçon insolent à cause de son attitude, mais décide de le faire répondre vraiment, en le saisissant avec plus de force. Ensuite, il précise que ce n'était pas une demande, car ce jour-là, 6 membres de sa guilde ont disparu, et comme responsable, il doit poser plusieurs questions. Jin est partiellement d'accord, mais lui demande de ne pas oublier qu'il a sauvé les 2 autres. Alors le responsable devrait être reconnaissant pour cela, le regardant avec une expression aiguisée. Après quelques secondes, Baek se détend et s'excuse, donnant raison à Jin, le remerciant pour l'aide. Après être parti, Baek demande à Park qui est ce type, car il n'est pas très sociable. Elle comprend bien ce qu'il veut dire, et explique qu'après avoir vaincu le chef, l'humeur de Jinwoo a changé soudainement. En entendant cela, Baek dit à Sang qu'il veut ce garçon travaillant dans sa guilde. Plus tard, Jinwoo arrive chez Han, qu'il appelle maintenant Jinwoo, au lieu de Song, et le remercie de l'avoir accompagné, agissant de manière beaucoup plus amicale qu'avant. Quand il arrive chez lui, il voit qu'il a à peine réussi à obtenir la dague de Baruch comme récompense, et ne sait pas si cela est dû à la grande différence d'attributs. Mais il a consommé ses 3 tentatives pour essayer de le ressusciter, en échouant, ce qui l'a le plus irrité. En se regardant dans le miroir, il se souvient du moment où il a tué Kim, et la frustration commence à s'accumuler. Il ressent le poids de ses actions et les conséquences de ses décisions. Au fond, il sait que ses choix sont inévitables. Mais il ne peut s'empêcher de se demander s'il a vraiment fait le bon choix. Il respire profondément et essaie d'éloigner les pensées qui le dérangent. Il savait que son objectif était plus important que n'importe quel sentiment de doute, et cela le garde concentré. Jinwoo se prépare pour les prochaines étapes de sa mission. Conscient que chaque mouvement qu'il fait maintenant peut changer le cours de tout. Il regarde la dague de Baruch et se demande ce qu'il peut encore apprendre de ses victoires et de ses défaites. Il ne peut pas laisser ses erreurs le définir et doit utiliser chaque expérience comme une leçon pour améliorer encore plus sa force et ses compétences. En sortant de chez lui, Jinwoo retrouve son équipe, qui est prête pour le prochain voyage. Chacun d'eux a son propre objectif. Mais ensemble, ils sont plus forts qu'ils ne le seraient jamais seuls. Il sait qu'il aura besoin d'eux pour affronter les prochains défis à venir. Ils sont ses alliés, et malgré leurs différences, ils savent qu'ils doivent s'unir pour atteindre leurs objectifs.